Salut, ici Maps. Nous sommes maintenant en direct pour le podcast Qu'est-ce que tu lis? Donc, c'est notre deuxième épisode de la deuxième saison. Le podcast Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement une heure de temps où, entre amis, on jase de lecture, de nos lectures, de ce qu'on est en train de lire maintenant, des coups de cœur qu'on a eus peut-être. Donc, on parle de livres pendant une heure. Alors, pour parler de livres ce soir, je ne ferai pas ça toute seule. Voici mes panélistes, les panélistes de l'épisode de ce soir. Donc, on retrouve fraîchement sorti du Mexique, José. Bonsoir, José. Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Oui, ça va super bien. On a le Sylvain taquin coquin de ce soir. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir. On a le retour de Signé Daphné avec nous ce soir. Allô? Bonsoir. On a Mélissa aka Café Company qui revient avec nous pour une deuxième fois. Ça va bien? Oui, très bien, toi. Oui, est-ce que c'est un petit peu moins stressant la deuxième fois? Oui, vraiment moins stressant. On sait plus à quoi Moins s'attendre. pire, hein? Oui, exactement. Et de la nouveauté, parce que pourquoi pas quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je suis sur Instagram, même si on lit pas toutes les mêmes affaires, c'est Anaïs du compte Instagram au chapitre avec un beau petit teint noir et blanc pour la soirée. Bonjour, ça me fait grand plaisir d'être là. On est vraiment content que tu sois là. Est-ce que tu es un petit peu nerveuse? Pas tant, non. Ça va. Excellent, excellent. Pas besoin d'être nerveux ici. C'est très cosy. Le but, c'est de discuter, d'échanger sur ce qu'on lit. On a des gens qui sont avec nous ce soir, donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Christine, Joseph, bonsoir à vous. Karine, allô les girls et Sylvain. Alors, vu qu'on est encore plein ce soir, on est 6 personnes, on va commencer tout de suite. J'aimerais savoir, Daphné, qu'est-ce que tu lis? Et avant de te donner la parole, je vais juste vous dire qu'à la fin de l'épisode, je vais mettre en barre d'informations sur YouTube tous les livres dont on aura fait la mention. Donc, si vous cherchez de quoi on a parlé, tout sera là, toutes les informations seront disponibles. Vous pouvez l'écouter en vidéo sur YouTube et vous pouvez l'écouter aussi en audio, juste avec nos belles voix sur vos fournisseurs d'audio de podcasts préférés. Alors, Daphné, dis-moi donc, qu'est-ce que tu lis? Bon, alors, moi, j'ai beaucoup réfléchi à qu'est-ce que j'allais présenter comme lecture. D'habitude, j'arrive avec des livres que je viens de terminer, mais là, le problème, c'est que j'ai pas lu pendant 2 semaines, mais rien du tout, parce que c'était les Olympiques. Et moi, les Olympiques, ça me rend complètement folle. J'étais olympique de 6 h du matin à 10 h le soir constamment. Il n'y avait pas de place pour la lecture dans ma vie. Donc, je me suis rabattue sur ce que j'ai commencé cette semaine. Donc, tranquillement, pas vite, moi, je fais mon petit bonhomme de chemin dans la série de Louise Penny, donc les enquêtes de l'enquêteur Armand Gamache. Donc, la série, là, ça a été aussi adapté, je pense, récemment à la télé, le Three Pines. Donc, je suis rendue dans le 4e tome qui s'appelle Défense de tuer. J'avais lu les tomes 1, 2 et 3 l'été dernier. Donc, j'avais envie cet été de continuer un petit peu cette série-là. Et puis, d'habitude, Armand Gamache, ses enquêtes se passent toujours dans le petit village de Three Pines. C'est assez cosy comme thriller, comme policier. Il y a des personnages hauts en couleur. Là. Ça fait penser un petit peu genre à Stars Hollow, mais un petit peu plus dark. Les enquêtes, le village, en fait. Puis c'est toujours dans le village que ça se passe, puis il y a toujours des trucs un peu farfelus, des personnages avec des personnalités vraiment éclatées, puis bon, évidemment, il arrive un crime, mais dans celui-là, on est ailleurs, on est au manoir Bellechasse, puis Armand et sa femme sont là en vacances, c'est leur anniversaire de mariage, donc ils vont célébrer, ils vont passer quelques jours ensemble en amoureux. Puis, il y a aussi une famille qui est là à l'auberge en même temps qu'eux, une famille très, très aisée, anglophone, qui vient de Montréal, mais aussi Toronto. Certainement, notre famille habite à Vancouver maintenant. Puis, il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose de louche avec la famille. Il y a beaucoup de silence. Il y a l'air d'avoir beaucoup de non-dits, beaucoup de plaisanteries, mais qui semblent cacher des espèces de pics. Puis,
Puis, dans le fond, ça prend quand même un petit moment, là. Je pense que Louise Penny, elle voulait vraiment bien installer l'ambiance. Puis, contrairement aux autres, je le trouvais plus pesant dans l'ambiance. Là, je trouvais que elle installe vraiment bien. Tu sais, je ne suis pas vraiment rendue loin. Là. Je suis rendue peut-être au tiers, mais elle a super bien installé une espèce d'ambiance que tu ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. C'est un peu angoissant, tout en étant quand même un peu cosy parce que ça se passe sur le bord d'un lac dans une auberge en bois rond et tout. Puis là, bien évidemment, il y a quelqu'un qui meurt. Puis Armand va devoir mener l'enquête. Donc, la personne vient juste de mourir. Puis on ne sait pas trop pourquoi, comment. Là, ils viennent de déclarer que c'était un meurtre. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui va arriver après ça, je ne sais pas. Mais, tu sais, les 3 autres tomes, je les ai vraiment beaucoup aimés. Ce que j'avais aimé aussi dans les 3 tomes précédents, c'est qu'il y avait non seulement les enquêtes pour chacun des livres, mais il y avait aussi une espèce d'enquête transversale là, qui faisait les 3 premiers tomes. Fait que ça, c'est super. Puis, c'est ça, j'y trouve bien écrit. C'est angoissant, juste ce qu'il faut, en restant un peu quand même réconfortant. Puis, ça se passe au Québec. C'est une autrice canadienne, mais ça se passe au canton de l'Est, dans les cantons de l'Est. Les 3 premiers, j'ai des lus en anglais. Là, j'ai décidé de changer au français parce que il y avait des trucs qui me fatiguaient en anglais. Il y avait des expressions qui étaient mises en français dans le texte. Puis, j'étais comme, mais on ne dit pas ça. Tu sais, genre, il y avait des sacs là, qui étaient dit, puis le personnage, son sac, c'était sacré. Puis j'étais comme, mais non, il y a personne qui dit sacré, tu vas dire d'autres choses que sacré. Je peux-tu dire des gros mots dans ton... Lâche-toi. Tu vas dire sacram ou tu vas dire autre chose, mais tu vas pas dire sacré. Puis là, ça me fatiguait. Fait que là, je me suis dit, je vais essayer la traduction. À date, ça se passe super bien. Fait que je vais continuer. Donc, c'est ma lecture du moment. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui les ont lus, les Armand Gamache. Oui, j'en ai lu. José, d'autres personnes? Moi, j'ai jamais lu Louise Penny. Je sais qui elle est, mais non plus pour Mélissa. Anaïs, tu as déjà lu Louise Penny? Non plus. Ça fait quand même un moment là, que c'est publié. Là, je pense que ça, c'est le 4e. Je pense que j'ai regardé, il a été publié en 2008 à la base en anglais. Fait que c'est pas récent. Il y en a genre 18. C'est quelque chose comme ça. Fait que, ouais, c'est assez connu. Moi, je suis en retard, mais au moins, je vois que je ne suis pas la seule. Non, effectivement. Tu es en avance sur nous pour la découverte de Louise Penny. Il y a Karine qui nous dit qu'elle en a lu 2, peut-être 3. Donc, même Karine qui a tout lu, ne les a pas tous lus. Ah, mais sa mère les a tous lus. Il y en a pas mal. Puis, l'autre Karine qui nous dit... qu'elle est vraiment compatissante parce qu'elle aussi devient obsédée par les Olympiques. Fait que ton témoignage l'aide. Oui, mono-obsession. Oui, c'est ça. Écoute, si ça te fait plaisir, j'espère que tu en as profité. Puis merci pour ton partage de ta lecture. C'est très intéressant. Ça me donne envie éventuellement de commencer à découvrir au moins un Louise Penny, pourquoi pas. Hein? Je ne l'ai pas fait. Vu que toi, José, tu as déjà lu Louise Penny, dis-moi donc, en ce moment, qu'est-ce que tu lis? Oh my God! Moi, je reviens de vacances. Fait que je m'étais fait une belle liste de vacances à lire à la plage. Fait que je m'étais dit, je vais prendre du léger, mais du léger que je savais bon. Tu sais, comme ça. Puis honnêtement, là, je ne sais pas si c'est moi qui me suis endurcie avec mes lectures, mais my God, que je n'ai pas été aussi emballée par la légèreté. J'ai lu un Serena Guiliano que franchement, oh my God, j'ai trouvé ça très ordinaire. C'est Félicita. En fait, c'est une fille qui est organisatrice de mariage au lac de Combe. Fait que je me suis dit, oh mon Dieu, je vais voyager dans le voyage. Ça va être extraordinaire. Puis finalement, vraiment pas tant. Elle est en deuil de son amie, mais le deuil traîne. Puis j'ai trouvé que l'histoire était tellement mièvre. Mon Dieu, une chance c'est court. Parce que franchement, j'ai pas pris un grand plaisir à lire ce livre-là. Même chose pour le livre de Julien Sandrel, un autre auteur que j'avais beaucoup aimé des livres par le passé. Celui-ci, il y avait rien qui se passait que je n'avais pas dit, ben ça va être ça, ben ça va être ça, puis ça va être ça. Parfois, c'est le fun parce qu'on a l'impression d'attacher des fils pour on se sent bien wise, mais là, pas tant.
Là, pas tant. C'est pour faire ça court, en fait, c'est quelqu'un qui organise une espèce de fausse chasse au trésor en Californie. Ce sont tous des Français. Alors, les 5 Français se rendent là pour se rendre compte que c'est une drôle de chasse au trésor. Puis, il y a des liens entre les personnages, vous me voyez venir, il y a des liens. À chaque fois quelqu'un, il y a un manquement, quelque chose, on sait que les autres vont pouvoir accrocher ce fil-là. Fait que j'ai vraiment pas trouvé que c'était son meilleur. Est-ce que c'est une mauvaise lecture? Non. Est-ce que c'est une lecture passionnante? Absolument pas. Mettons que sur une échelle de 5, j'y donnerais un 2,5 environ. Ouais, c'est pas très fort. Puis là, en ce moment-là, j'ai lu aussi un Marie Vareille dans l'avion. L'aller, la moitié en livre audio et la fin au retour. C'est la vie des chaussettes orphelines, je crois. Puis, je sais pas si vous... La vie rêvée des chaussettes orphelines, je ne sais pas si vous l'avez lu. Moi, il est sur mon radar, mais je ne l'ai jamais lu encore. Est-ce que tu as lu La dernière allumette? Non, j'ai rien lu de cette autrice-là à date. Place-le devant. Oui? Oui. La dernière allumette devrait, à mon avis, te flabbergaster, je crois. Moi, il m'a vraiment flabbergasté. J'ai beaucoup aimé La vie rêvée des chaussettes orphelines. C'est encore des histoires un peu chorales, avec des retours dans le passé, des liens, des rebondissements. Franchement, c'est une chouette lecture. Des lectures que je vous ai données tantôt, c'est probablement celle qui m'a le plus emballée. Puis maintenant, comme je suis revenue au Québec depuis peu, je lis une autrice que vous connaissez peut-être, Barbara Abel. J'avais lu il y a quelques années Les Fêlures, puis elle a fait des espèces de thrillers un peu psychologiques à l'instar des climats un peu glauques où chacun des personnages est un peu particulier, un peu sombre, avec des côtés très... mettons que ces personnages sont en teinte de gris. Puis ce livre-là, c'est vraiment bien. Hein? Ouais, c'est des bons... Fêlures m'apparaissait peut-être un peu plus nouveau, parce que c'était le premier que je lisais de cette autrice-là. Celui-ci, le titre, c'est comme si de rien n'était. En fait, c'est une famille. Au tout début, on sait qu'il y a eu un meurtre. Au tout début, on sait que la mère s'est fait tuer. Puis tout le reste du livre, elle va nous apprendre c'est quoi. Et comme je suis rendue un peu plus que la moitié, j'en sais pas bien plus qu'au début. Cette femme-là, elle a un garçon puis un mari. Puis c'est une drôle de... C'est un peu... De l'extérieur, c'est une famille parfaite. De l'intérieur, c'est tout à fait imparfait. Puis elle, on apprend qu'à l'extérieur de sa vie de couple, elle s'offre des écartades avec des espèces de Tinder où elle couche avec des hommes. L'homme a l'air d'être très jaloux. Le garçon de 8 ans est très étrange aussi. C'est un petit garçon très taciturne, très refermé sur lui-même. Puis à l'entour de ça, il y a des personnages qui gravitent, dont un homme qui est le professeur de musique du petit Lucas. Alors, on apprend au fil des lectures le lien de cet homme, qui est un lien vraiment par hasard. Fait que non, après avoir eu des lectures assez... nunuche, pour dire un terme courant. J'avoue que celle-là, je l'aime bien. Ça me réconforte un peu parce que j'avais une série ordinaire. Puis surtout que je venais de finir Toronto Jamais Bleu. Fait que de tomber de ça à quelque chose d'un peu plus Walt Disney, l'icône, ça peut faire un effet très positif ou sinon, mon Dieu, ça en va le monde. Oui, ça a été un gros coup de cœur pour toi, hein, Toronto Jamais Bleu. Oh my God, absolument. J'ai travaillé dans le communautaire avec des gens vulnérables, donc c'était quelque chose qui me parlait, mais vraiment, là. Ce livre-là, moi, je le lise. José, oui. Ça veut dire. Ouais. Mais... Je sais pas si tu vas être capable, Daphné. C'est tough. Il y a un bout, moi, je l'ai rarement vu un bout aussi raide dans un livre. Oui, il y a un personnage, là. Ouais, c'est un personnage particulier avec une... Je te donne 2 mots, mettons, accouchement puis ben à ordure. Imagine le reste. Ouais. Solitude aussi, on pourrait peut-être ajouter ce 3e mot-là si tu m'en permets un autre. Mais ce livre-là, il est ouf, quel coup de poing. Eh bien, ça nous a fait un beau portrait, en tout cas, mais ça m'intéresse, Barbara Abel, pour qu'on ait, tous les deux, on a aimé Les Suicidés d'eau claire, puis ça me fait un petit peu penser à ça, là, quelque chose de dark, puis... Moins puissant, par contre. OK. Moins puissant. C'est beaucoup plus léger que c'est moins bon, en fait. Mais c'est une lecture qui est le fun à lire, puis les personnages sont nuancés. Franchement, c'est une belle lecture. OK, bien, merci beaucoup pour ton topo. On a des petits commentaires en lien avec ceci. Donc, tu parlais que tu étais un petit peu... tu avais vu tous les fils dans tes lectures, puis Karine, c'est une de ses problématiques d'être devine. Marie-Ève Anctil qui nous dit « La dernière allumette, c'est excellent ».
Karine qui a lu Les Chaussettes. Elle connaît Barbara Abel, elle a lu 1 ou 2 livres. Puis Petit bonhomme sourire de la part de Christine. Et sur ceci, j'enchaîne avec Anaïs. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu lis? Oui, ben moi, je vais vous amener ailleurs. Donc, je suis en train de lire le 4e tome de La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Donc, dans le fond, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une très grande lectrice de fantasy et de science-fiction. Il faut qu'on soit amis, Anaïs. Qu'est-ce que c'est ça? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Donc, dans le fond, ça, c'est une série qui est présentement en 4 tomes. Il va en avoir un 5e. Ça, c'est en anglais. Pas de bruit. Parce qu'en français, ils ont été coupés en 2. Mais c'est quand même bien parce que c'est quand même des bonnes grippes, des bonnes briques. Donc, il y en a 8 de sortie en français et il y en aura 10 dans le fond pour le premier arc. Donc, c'est un univers de fantasy assez dense dans le sens qu'il y a énormément d'éléments, mais c'est hyper fluide. Je recommande peut-être pas aux débutants en fantasy, là, mais c'est pas si compliqué que ça, malgré la complexité de l'univers. Donc, on suit, dans le fond, ça commence avec un roi qui est assassiné par un assassin en blanc qui réussit à battre tout le monde malgré le fait qu'il soit tout seul, à tuer tous les gardes sur son passage. Et donc, on va suivre différents personnages. L'un des personnages qu'on suit, c'est le frère du roi. Il y a aussi son fils qui va devenir roi à son tour, les cousins et tout ça. Une des choses que je trouve super intéressant, c'est que souvent, les personnages sont jeunes. Et là, on suit le frère du roi, donc c'est un homme dans la 50aine à peu près. Fait que ça, c'est déjà un élément d'originalité que j'aime beaucoup. On suit aussi principalement 2 autres personnages, donc qui ont absolument pas rapport. Puis pendant le premier tome, ils se croisent pas. On sait que ça va s'en venir, mais ça se croise pas. Donc, un homme qui est devenu esclave à la suite d'un pépin parce qu'il était soldat dans l'armée, fait qu'il se passe quelque chose, puis il devient esclave. Et on suit aussi une jeune fille qui doit régler les problèmes de sa famille. Donc, c'est endetté, son père est mort, et pour sauver ses frères et sauver sa famille, elle doit retrouver Jasna, qui est la fille du roi dont je parlais tout à l'heure, qui, elle, dans le fond, elle a tout un plan là, pour faire un vol et sauver sa famille. Fait qu'on est là-dessus. J'ai lu beaucoup de fantasy dans ma vie et ça remporte la Palme d'Or haut la main. Et là, je vous en parle parce que je suis en train de lire le 4e tome. Il me reste comme 10%. Je les écoute en audio. C'est vraiment très bon en audio. Et c'est vraiment là, une série absolument coup de cœur. Les personnages sont excellents. La jeune fille que je parlais qui s'appelle Shallan, dans le premier tome et même le 2e, je la détestais. Elle est peste, là. Je trouvais que, justement, elle essaye de voler, puis c'est le personnage qu'elle essaie de voler, je l'adore. Alors là, je la trouvais détestable, mais c'est ça que je trouve excellent. Il réussit à faire des personnages, là, pas noir ou blanc, là. Vraiment des personnages qui vont dans toutes les teintes, qui sont vraiment très humains, là, qui sont à leur meilleur et à leur pire à plein de moments différents. L'autre personnage aussi, qui s'appelle Galadin, qui est donc le nouvel esclave, c'est vraiment, vraiment excellent. Et là, ils vont se retrouver face à, dans le fond, suite au décès de ce roi-là, ils veulent attaquer le peuple qui a comme revendiqué l'assassinat. Donc, ils vont se retrouver dans les plaines brisées, qui est une espèce d'étendue désertique, mais où ce peuple-là habite. Fait que là, on va partir dans ce camp de guerre-là avec tous les personnages. Et vraiment, là, c'est difficile de décrire c'est quoi les éléments intéressants sans expliquer l'histoire, là. Mais c'est surprenant. Vraiment, j'ai lu beaucoup de fantasy, puis ça, il n'y a rien de meilleur que ça. Brandon Sanderson, La Voix des Rois. Y a-t-il d'autres personnes que Daphné qui a déjà lu Sanderson aussi? Non, hein? Ouais, moi, je suis une grande fan de Sanderson. C'est sûr que, tu sais, moi, ma meilleure série de fantasy, on sait toutes c'est laquelle. Il y a jamais qui va de la côté. Mais effectivement, moi, je trouve que, tu sais, je ne suis pas encore rendue à cette série-là parce que je suis mes amis d'un podcast qui s'appelle The Sanderlands, puis, tu sais, ils parlent ensemble. Il y en a 3 qui découvrent les livres, puis il y en a un qui les a tous déjà lus. Puis ils font ça comme mettons 4-5 chapitres à la fois, puis ils ont un ordre de livres. Puis moi, je ne suis pas rendue là, mais je suis aussi en train de lire en audio, parce que moi aussi, je les écoute en audio. Warbreaker, qui est un stand-alone, puis je suis toujours époustouflée par les univers que Brandon Sanderson invente. Ils sont
tous différents les uns des autres. Les systèmes de magie sont différents, mais sont complexes, mais sont super bien expliqués. Je trouve que aussi, tu sais, j'ai commencé par Mistborn, puis je trouve que sa façon de développer ses personnages, elle s'est beaucoup, beaucoup améliorée au fil de ses publications. Puis avant, il mettait quasiment presque aucun personnage féminin, puis là, il a appris. Puis là, il y en a beaucoup des personnages féminins qui sont intéressants, des personnages forts, des femmes intelligentes, des fois des vilaines, tu sais, fait que c'est ça. Puis ça y arrive quand même souvent aussi de nous présenter un personnage que tu fais comme puis après ça, tu finis par l'aimer. Fait que, ouais, moi aussi, j'aime bien gros Brandon Sanderson. Puis j'ai bien hâte de me rendre à cette série-là. Donc, la prochaine fois qu'on a envie de se taper une grosse brique de 1000 pages, on pense... Ouais, pas tant. 750. Ah, ben c'est ça. Ouais. J'ai une question. C'est combien d'heures en audio? Ah, c'est des 25. 25-30 souvent. Ouais, mais moi, je les écoute en x2, là, fait que ça fait plus. Ah ouais, moi, je suis pas capable de faire ça. Non, Mon acolyte, Karine, moi, je suis pas à 1, mais j'étais genre 1.25. Moi aussi. 1, c'est trop lent, mais 1.25, sinon, je perds des bouts, puis genre, je commence à divaguer, là, tu sais, puis... Moi, je suis allée progressif. Quand j'ai commencé à écouter les livres audio, j'écoutais 1.25, puis ça, je montais à 1.5. Là, je suis rendue à 2. Fait que je suis allée progressif. Ouais. Peut-être qu'éventuellement, je tomberai, mais moi, je suis à 1.25 depuis un petit bout, puis ça se passe. Oui, c'est ça. C'est l'art de la concentration. Breaker, c'est 30 heures. Fait que, je l'avais emprunté à la bibliothèque, je l'ai écouté pendant 15 heures, puis après ça, j'avais plus le temps de l'écouter, il a fallu que je le redonne, puis je suis sur la liste d'attente. Fait que, c'est ça, il va me rester 15 heures. C'est comme si j'avais fait 2 tomes avec un seul livre. Oh my God. Karine est d'accord avec vous pour Sanderson. Elle dit que cette série est génialissime. Elle a fini justement le 4e tome en juillet. Puis c'est une jumelle de toi pour le x2. Moi non plus, mais je ne suis pas une grande lectrice audio, là. Mais 1.25, c'est en masse pour moi. Mais merci beaucoup pour ton partage. La fantasy, on ne voit pas ça souvent ici chez nous. Donc, Mélissa, dis-moi donc, qu'est-ce que tu lis? Donc, depuis le dernier mois, j'ai toujours pas fini, le trou de lumière saliseuse, mais toujours pas fini mon Anne of Green Gables. Donc, je continue ça. Et, en fait, c'est 2 lectures que je vais commencer ce soir après le podcast. Grosse découverte de l'été, Emily Henry. Donc, je vais commencer Funny Story avec une des filles du MTL Book Club qui a commencé à le lire. Et aujourd'hui, j'ai fait un mini sondage dans ma publication sur Instagram et j'ai demandé en 2 livres tu bises lequel lire. Quand je suis allée chercher mes livres, je n'ai pas trouvé l'autre, donc comme j'avais 50% de vote pour chacun, eh bien, ce sera L'éveil des érables de Marie-Christine Chartier. Donc, ça va être mes 2 prochaines lectures. Donc, toi, tu es en train de lire là, les autrices les plus populaires là, au niveau québécois puis au niveau... Oui, c'est pas mal ça la pile au complet de l'été, je crois. Parce que Marie-Christine Chartier... Ah, excuse-moi, vas-y, Max. Non, tu peux y aller. Vas-y. Je te laisse. Ouais, mais Funny Story, moi, je l'ai lu cet été, puis je pense que c'est mon préféré des Henry à date. Là, je les ai tous lus. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a été un coup de cœur. J'aime qu'il y ait un équilibre là, entre l'histoire d'amour, mais les drames ou les trucs que les personnages doivent régler. Là, ouais. Mais le premier, comme Petit billet, ça a été un de mes livres préférés, mais on l'a lu 6 filles ensemble pendant un week-end, puis comme les réactions de tout le monde, beaucoup qui lisaient les mêmes chapitres en même temps. Puis après ça, j'ai lu Beach Read, puis celui-là, coup de cœur, là, je pense que c'est dans mon top 3 de livres ever. Fait que j'avais vraiment hâte parce que la fille est partie en Europe et elle va s'acheter ce cover-là aussi. Fait que j'ai vraiment hâte de le commencer. Moi, j'avais une autre question. Par rapport à Anne, c'est-tu parce que tu prends ton temps ou parce que tu es comme bloqué? T'aimes pas tant ça? Non, j'aime vraiment ça. Je l'écoute en podcast pour m'endormir. Donc, ça s'appelle The City Bookshelf. C'est comme la fille, elle a une voix super douce, puis elle lit l'histoire. Fait que j'ai déjà écouté au complet le 1, 2, 3. On dirait que d'essayer de lire le 2, je suis comme, je sais ce qui se passe. Fait qu'après, comme 2 chapitres, je suis comme, on va y aller sur d'autres choses.
Je comprends. Je comprends, je comprends. On avait une petite question de Mélissa qui nous demande, êtes-vous capable de faire autre chose en écoutant un livre audio? Oui. Moi, Moi, je conduis. En voiture, hein? Ouais, je fais du ménage. Je fais du coloriage en écoutant un livre audio. Je peux juste pas faire lire autre chose. Ou, mettons, faire du calcul. Ou, mais je suis capable de faire des achats Amazon en écoutant un livre audio. Moi, je travaille en même temps. Ah oui, tu es capable de travailler en même temps? Oui, je vais travailler. C'est comme si j'écoutais un podcast ou j'écoute des vidéos YouTube ou des séries en même temps que je travaille. Fait que je vais faire ça souvent en même temps. Sinon, j'écoute beaucoup de livres audio quand je suis pas capable de me concentrer sur une lecture. Fait que je le lis en même temps que je l'écoute. Fait comme ça, j'ai tendance à mieux absorber la lecture, surtout si je la trouve un peu plate ou pas assez rapide. Là. Moi aussi, je travaille souvent avec un livre audio. Je fais beaucoup de graphisme, fait que pour moi, c'est comme le visuel puis l'audio. On dirait que c'est deux trucs, deux compartiments. Ça s'amalgame où je dors, parce que moi, ça m'endort puissamment. Puis je vais au gym avec ces livres audio. Mais... Oui, c'est ça. Moi, je m'entraîne sur les livres audio. Ben, vous êtes vraiment très bon parce que moi, je ne peux pas faire grand-chose. À part conduire, mais même, il faut que ça soit de la grande route. Ou une route que je connais très bien parce que sinon, je suis l'inverse de quelqu'un de multitâche. Je suis monotâche. Et écouter, c'est déjà une tâche, donc pas possible pour moi. Mais je suis vraiment impressionnée par toutes vos aptitudes. Travailler, toutes ces choses. Karine aussi a conduit en faisant le ménage, en courant. Wow, vous m'impressionnez. Puis là, on était rendu à Sylvain. Sylvain, là, qui nous titille depuis une couple de journées sur ce dont il va parler aujourd'hui. Sylvain, qu'est-ce que tu lis? Je pense que j'ai découvert ma nouvelle obsession depuis Fleur captive. OK. Oh! Ça s'appelle... La barre est haute, là! Ça a vraiment titillé des tu nous intrigues chez moi, là. Ça s'appelle Unmask Alice. C'est écrit par Rick Emerson et c'est une non-fiction. Là, je me suis dit, ça fait 3 jours que j'ai lu ça, puis là, je pensais au podcast, puis là, je me disais qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas, comment je présente les choses, à qui je vais. Je vous parle de l'année 1971. Il y a 2 événements vraiment importants qui se sont passés en 1971, c'est-à-dire, premièrement, la publication d'un livre qui s'appelle Go Ask Alice. Ça vous dit-tu quelque chose? En français, c'était L'herbe bleue. Ah ben oui. Oui. Auteur anonyme. Auteur anonyme. Donc, c'était... C'est un classique de l'adolescence. Oui. Je sors ça de loin. C'était un vrai journal d'une vraie jeune fille qui était tombée dans l'enfer de la drogue et, je ne vais pas le spoiler, mais elle est morte. On a trouvé son journal. Et il y a Dr. Béatrice Sparks à qui on a remis ce journal-là. En fait, les parents de la jeune fille lui ont remis ce journal-là et elle l'a un peu retravaillé, elle l'a édité et elle l'a publié. Par contre, dans certaines entrevues, elle disait que c'était la petite fille elle-même qui lui avait donné le journal intime. Bref, il y a ce livre-là qui est publié en 1971. Méga succès mondial, traduit en français, comme je le disais, traduit en plein de langues. Encore aujourd'hui, on le trouve comme en librairie. Là, ça se vend encore aujourd'hui. Super populaire. Mais aussi, en 1971, il s'est passé une histoire vraiment triste. Le jeune Alden Barrett, c'est un jeune c'est un adolescent, il avait le mal de vivre. Et en 1971, il s'est enlevé la vie, laissant dans le deuil ses frères et sœurs et ses 2 parents, dont Marcella Barrett. Marcella Barrett, qui est une mère en deuil, donc elle souffre pendant quelques années. Et elle souffre pendant plusieurs années, là, mais pendant quelques années, elle macère donc cette douleur-là. Elle ne comprend pas pourquoi elle est mormone. Elle ne comprend pas pourquoi Dieu a fait ça. Et elle veut trouver une raison pour laquelle cet événement-là est arrivé. Go Ask Alice devient super populaire. Et elle se dit, tiens, je vais contacter Dr. Béatrice Sparks.
Et je vais lui remettre le journal intime de Alden, mon fils, qu'il avait écrit, qu'il avait tenu, que je garde depuis toutes ces années-là. Et peut-être qu'en le publiant, sans jamais demander d'argent, sans jamais signer de contrat ou quoi que ce soit, elle voulait juste que la mort de son fils serve à quelque chose. Donc, elle lui remet son journal. Parfait, les deux femmes se rencontrent, elle lui remet une copie de son journal, elle lui donne pas l'original, mais bon, bref. Et là, plusieurs années plus tard, pas Mélissa, mais Marcella croise une de ses amies et son amie lui dit « Hey, le livre sur ton fils est publié. » Puis elle dit « Mais je ne savais pas, comment ça? » Et là, elle trouve un livre qui s'appelle « Jay's Journal », donc le nom de son fils a été changé. Elle l'achète et elle reconnaît les pages du journal intime de son fils. Ce qu'elle ne reconnaît pas, c'est 192 entrées dans laquelle Jay s'adonne à des pratiques occultes. Donc, il tue des lapins, il fait l'amour avec sa blonde dans l'urine d'animaux, il tue des vaches la nuit pour recueillir le sang pour ses rituels occultes. Bref, c'est un sataniste. Et là, c'est ça qui se passe. Alors là, le livre va suivre 3 choses. Premièrement, il y a Jay's Journal qui est publié donc en 79. Et on va suivre Marcella Barrett et sa famille qui vont comme vivre les répercussions de cette affaire-là parce que là, il y a des gens qui vont vandaliser la pierre tombale de son fils. Il y a des gens qui associent donc le satanisme à sa famille. Tout ça. On va aussi suivre le mouvement parce que ça, en 79, ça a été publié. Après ça, en 1980, ici au Canada, il y a eu Michelle Remembers, qui est une autre histoire. Une femme dit qu'elle était dans une secte de satanistes. Et tout ça, ça va lancer la vague de satanique panique dans les années 90. Et là, les gens se mettent à croire qu'il y a des sectes sataniques, puis on est en danger, puis ils veulent nos enfants, puis maudit Donjon Dragon, puis la musique métal, tout ça. Et on va aussi suivre l'enquête. Donc, l'auteur va aussi faire l'enquête sur c'est qui cette docteure Béatrice Sparks, pourquoi elle a fait ça. Est-ce que Goascalis, finalement, en enquêtant, on réalise qu'il y a pas mal des chances que c'est que de la fiction. Et aussi, on va découvrir que, en fait, dans certaines entrevues, elle dit qu'elle est psychiatre. Dans d'autres entrevues, elle dit qu'elle est psychologue. Vous comprenez rapidement que c'est un titre bidon et qu'elle n'a jamais été... Ni l'un ni l'autre. de diplôme d'aucune université américaine. Et là, c'est ça. Donc là, je vous dis quelques points de la première moitié du livre. La deuxième moitié du livre commence avec Dr. Béatrice Sparks, qui reçoit encore un nouveau journal intime d'une jeune fille. Et là, on est rendu au début des années 80, d'une jeune fille qui est décédée du sida. Et on est au début des années 80 et c'est donc écrit par une personne qui ne sait absolument rien sur la médecine. Donc, c'est là genre, c'est ça. Je vous jure, là, c'est tellement intéressant de suivre ça, de suivre... là, j'ai vraiment envie de lire d'autres livres sur le satanique panique parce que je trouve ça super intéressant. Comment l'Église catholique était bien d'accord avec ça, qu'il y ait une vague de panique satanique parce que si Satan existe, Dieu existe et ça ramène. On est à une époque où les gens commencent à arrêter d'aller à l'église, donc ça ramène les gens à l'église. Fait que ça servait beaucoup de choses. Même le livre Goascalis, il y a une raison pour laquelle l'éditeur a accepté de publier ce livre-là de cette façon-là, en faisant semblant que c'était peut-être un journal intime d'une vraie personne. Fait que tu sais, il y a vraiment beaucoup de choses que ça touche, puis c'est incroyable de suivre tous les mensonges de cette personne-là, à quel point elle a raconté n'importe quoi et à quel point personne n'a jamais levé un drapeau, dire « Hey, je pense que c'est pas mal n'importe quoi ce que tu dis ». Elle a été très chanceuse et elle a vraiment causé beaucoup de tort à beaucoup de gens. C'est vraiment comme at large, là, tu sais. Fait que
tellement bon, c'est tellement intéressant. Puis là, maintenant, je veux les lire parce que moi, je ne les ai pas lus. Go Ask Alice, Jay's Journal, je veux lire ça absolument. Là. Fait que c'est ça. Bref, c'est ma nouvelle obsession. Est-ce que tu as vu la photo de cette dame-là? Parce que je l'ai en pleine dans ma face. Là. Ben, j'en ai dans le livre. Elle a l'air de... Si tu me racontes pas, si tu me racontes juste ça, là, je me fais une image mentale, c'est pas mal ça. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est pas mal ça. J'en ai une ici, là. Je ne sais pas si ça. Oh my God! Non. Hey, oh mon Dieu. C'est pas tout à fait la même image que moi, j'ai devant les yeux, mais tu iras la googler, cette dame. Oui, il y a beaucoup de choses. Puis, c'est vraiment bon. Là. Puis, comme je vous dis, il reste toute une deuxième moitié du livre là, à cette enquête-là. C'est super bien écrit, c'est finement fait. L'auteur, à un moment donné, il y a un chapitre qui nous met il écrit à la deuxième personne, en fait. Donc, il nous dit, vous, là, vous êtes éditrice, vous recevez cette femme-là, qu'est-ce que vous faites? Vous savez que son livre précédent a eu énormément de succès, ça va aider votre entreprise. Est-ce que vous allez faire des recherches? Elle vous dit que des médecins ont lu et approuvé ce qui est écrit, est-ce que vous lui faites confiance? T'sais? Puis il nous met dans ce dilemme-là, donc nous-mêmes, on se retrouve à se dire, ben finalement, c'est pas moi qui ai dit les mensonges, là, peut-être que je le publierai. C'est vraiment intéressant, fait qu'il y a vraiment plein d'aspects, puis comme je vous dis, c'est juste la surface que je vous raconte. C'est bon, je vous dis que c'est bon. J'avais vraiment besoin d'un nouveau livre sous ma pile. Merci, Sylvain. Ça fait plaisir. C'est seulement... Oui, pardon, vas-y. Je le mets haut, là. Je prends de la place. Ben, en fait, je voulais juste dire que c'est ça, c'est seulement disponible en anglais, mais il est disponible en livre audio aussi, si ça vous aide. Vous pouvez l'écouter, ça s'écoute bien. C'est des petits chapitres aussi, c'est intéressant. Bref, gros coup de cœur. Voilà, c'est tout. Je comprends pourquoi tu étais si taquin à propos de ce livre-là. Parce que, pour mettre un petit peu en contexte, les gens qui me connaissaient peut-être un petit peu moins, j'ai fait un cours d'université à Laval à distance pendant mon congé maternité. Et c'était justement un cours sur les religions occultes. Et entre autres, j'ai fait mon travail final, c'était sur le satanisme. Puis, j'étais allée faire des recherches qui prouvent finalement qu'il n'y a jamais eu de mouvement sataniste. Donc, tout ce que tu dis, c'est comme ça me ramène à mes lectures, puis à mes recherches que j'ai faites. Puis, tu as parlé du nom du garçon, puis pendant 2 secondes, j'ai comme eu un flash que j'avais lu un article qui parlait justement là, du début de la peur du satanisme, puis tout ça. Mm-hmm. Donc, ouais, ça me parle vraiment beaucoup. C'est mon petit côté givré, là. toutes ces peurs et ces mouvements. Le satanisme, c'est fascinant parce que ça existe comme pas vraiment. Mais c'est... Non, mais ça crée quand même beaucoup de violence chez les gens, tu sais. Ça n'existe pas, mais les gens sont tellement convaincus, ils ont tellement peur. Ah oui, l'article dénombrait, ils ont cherché parce que ils disaient qu'ils avaient tué des gens, mais ils n'ont jamais trouvé aucun ossement, ils n'ont jamais trouvé aucun lieu où il y aurait eu du sang. Ou, comme, ils ont fait des recherches et des gens qui avaient fait des témoignages, puis c'était tout décousu, puis en tout cas, c'est fascinant. Ah, Sylvain, j'ai pas le temps d'avoir une nouvelle obsession. Non, mais Maps, essaye-le en audio. Moi, c'est ça que je vais faire parce que, tu sais, là, Sylvain t'en parle, puis moi, on dirait que plus t'en parlais, j'étais comme, mon Dieu, mais ça prend un excellent podcast ou ça prend un excellent documentaire que je pourrais regarder là, à TV. Mais si tu me dis qu'il est en audio, ben moi, je vais pouvoir l'écouter comme j'écouterais un podcast d'enquête un peu dans le fond, parce que c'est un peu une enquête que le gars, il fait dans le fond. Oui, c'est ça. C'est présenté comme une enquête, mais en même temps, c'est écrit comme un roman, puis c'est... Ben, en fait, c'est un peu des deux, là, mais c'est écrit un peu comme un roman dans le sens que il arrive avec des punchs, il revient dans le passé pour nous dire quelque chose qu'on n'avait pas su, puis il arrive avec des informations. D'ailleurs, il dit dans son introduction, il parle un peu de, tu sais, pas le besoin, mais la présence de ce livre-là pour, tu sais... il dit, vous pourriez là, arrêter de lire le livre puis checker 3 secondes sur Wikipédia puis avoir les informations que je vais vous donner. Mais il a quand même fait une enquête puis c'était vraiment intéressant la façon qu'il nous le raconte parce que c'est ça, ça devient comme un roman policier là, parce qu'il y a des révélations puis il y a des trucs
on découvre, puis c'est vraiment bien. Karine nous dit « Go ask Alice, c'est l'herbe bleue. Je vais me coucher moins niaiseuse à soir. J'ai toujours dit que je ne lirais jamais l'herbe bleue alors que j'avais lu Go ask Alice. » Écoute, il n'est jamais trop tard pour apprendre des affaires. J'ai même pas marqué... J'ai-tu marqué Wiki? J'étais comme... J'ai même pas marqué les informations et tout ça, mais oui, je les ai marquées. OK, le temps avance. Je m'en vais tellement pas... Je m'en vais tellement loin d'où est-ce qu'on est en ce moment, là. Oh mon Dieu, je m'en vais loin. OK. Petite introduction à mes lectures. De ce temps-ci, je lis des comédies romantiques parce que si vous avez entendu parler du projet du Gala du roman québécois, on cherche la crème de la crème, puis forcément, il y a des comédies romantiques qui se distinguent, qui se démarquent dans nos lectures. Fait que là, je me suis dit, ben moi, j'haïs toutes les comédies romantiques, fait que je vais les lire, tu sais, parce que s'il y en a une qui est bonne, ben je vais pouvoir vous dire si elle est vraiment bonne, puis c'est ça. Donc, de façon générale, mes expériences sont peu glorieuse. J'en ai commencé un aujourd'hui avec un titre, ma foi, que je trouvais bidon. Puis en fait, ce que je reproche souvent aux comédies romantiques, aux chick lit, c'est que les personnages féminins, c'est tout le temps des filles vraiment névrosées, des filles pour lesquelles je me retrouverais pas, puis que je trouve pas crédibles. Tu sais, souvent, elles sont plus vieilles, ont comme proche de la trentaine, puis je suis comme, ben, une fille de 30 ans, ça n'agit pas comme ça, tu sais. Peu importe que il y a différents types de filles, différents types de personnalités, souvent, j'y crois pas. Donc, ça fait en sorte que je suis cynique, puis je trouve pas ça drôle, puis je suis comme, ha ha ha, tu sais, ferme ça, c'est dégueulasse. Mais là, j'ai commencé aujourd'hui Recherche crapaud charmant, OK? Le titre ne m'interpellait pas pantoute. Mais là, j'ai commencé à lire, puis les réflexions du début, tu sais, c'est une fille de 28 ans qui est célibataire, puis comme ça nous explique que comme elle a eu plusieurs histoires, mais dit que ça ne fonctionne pas. Puis là, il y a comme un petit peu d'humour parce qu'elle commence à faire des fiches pour ses crapauds. Fait que le premier, j'ai trouvé ça hilarant. Tu sais, il y a comme ses descriptions physiques, ce qu'il mange, son mode de vie, comportement, rythme souhaité de reproduction, note autre, donc assez léger. Puis, elle tombe pas dans les pièges que, tu sais, c'est tout le temps, malgré tout, de bon goût. On n'est pas dans le jugement facile. Le fait que ces relations fonctionnent pas, c'est souvent juste parce que, comme, soit ça marche pas entre les deux personnages ou que le gars, tu sais, des trucs typiques d'avoir recevoir des dick pics ou que le dernier gars avec qui elle s'est assis, la première chose qu'il a demandé, c'est son rythme de masturbation. Fait que, tu sais, comme parfois, je suis moi aussi choquée que elle, mais pour avoir un peu entendu parler de la dating life, ben, c'est tellement comme réaliste, tu sais. Puis ses réactions à elle, c'est des réactions que moi j'aurais aussi, que j'ai en lisant. Je suis comme, ben voyons donc, il y a de ça, tu sais. Donc, pour l'instant, je m'amuse. Et c'est bon signe, tu sais, j'en suis à presque 100 pages, puis je tourne les pages, je trouve ça divertissant. Est-ce que ça va être ma lecture de l'année? Peut-être pas, mais comme ça risque d'être une comédie romantique à la fin que je dise, ça passe, tu sais, comme Maps approve. Mais en fait, le gros coup de cœur que j'ai eu récemment, Sylvain, il a comparé, il disait qu'une de ses collègues appelait ça des petites bulles de champagne. Puis, je peux pas m'arrêter de parler de ce livre-là. Ça a été une méga surprise, OK? La maison d'édition La Mèche, elle me dit, veux-tu que je t'envoie ce livre-là? Puis j'ai dit, ça a l'air intéressant, pourquoi pas? Sans attendre, je l'ai reçu, je l'ai lu. Tout me revient maintenant de Jean-Michel Fortier. Puis, j'ai commencé ce livre-là et c'était une bulle de bonheur. On va suivre un garçon de 16 ans. On est en 2003, donc, tu sais, très proche de l'âge que j'avais à cette époque-là. Moi, j'en avais 12. C'est une nostalgie musicale. Le garçon, il tripe sur Céline Dion. Donc, toute sa vie, tous les albums de Céline Dion, ça représente un de ses moods. Lorsque c'est plus rythmique, c'est lorsqu'il se sent plus de bonne humeur, les tunes tristes pour lorsqu'il y a de la peine. On est vraiment dans cette transition de l'adolescence à la période jeune adulte. On est au secondaire avec les classes sociales, mais c'est écrit avec plein d'humour, plein d'amour et tellement on point. Tu sais, moi, je suis vraiment pas fan de ces ouvrages-là. Habituellement, je trouve pas tant les jeunes secondaires très drôles. Tu sais, je me trouvais pas très drôle, puis je trouvais pas les gens très drôles non plus à cette époque-là. Mais comme ça fonctionne tellement, et c'est une histoire aussi, tu sais, c'est un garçon qui tripe sur les garçons, donc ça, c'est le fun. Puis il y a tous les enjeux aussi par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, mais tellement avec
plein d'amour. Puis même s'il y a des sujets durs, ça reste tout le temps doux. J'ai tout aimé. Si vous avez aimé Samuel Champagne, si vous connaissez un petit peu cet auteur-là, je trouve qu'ils ont beaucoup de similitudes, mais lui, on est vraiment dans que du beau. Comme, il y a des sujets durs, mais ça passe tout le temps super bien. Pardon, je ne voulais pas vous tousser dans les oreilles. OK. Je vais reprendre ma voix. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a lu? Tout me revient maintenant jusqu'à présent? C'est 999. Ah. 999. Ça vient de sortir. Là. Ça sent l'imprimerie. Encore chaud. C'est encore chaud, littéralement. Mais je vous le suggère fortement si vous aimez si vous voulez un petit roman doux, là, ça va le faire complètement. Et là, il nous reste un petit 15 minutes pour parler de notre deuxième sujet qui, je ne pense pas qu'il va être très long, donc ce n'est pas si grave que ça. Il y a eu le 12 août tout récemment, donc je ne voulais pas nécessairement qu'on parle de littérature québécoise. Je pense que c'est de ça qu'on avait parlé l'année passée. Mais en parlant du 12 août, forcément, c'est une journée où on nous encourage à acheter. Et qui dit acheter dit argent, dit payer, dit prix. Puis, un livre, c'est pas gratuit. Et depuis la pandémie, il y a eu quand même une bonne augmentation du prix du livre. Un livre, tu sais, qui pouvait coûter autour de 20, 22, 23, maintenant, il coûte proche de 30 $. On parle de livres québécois, là. Mais livres en général. Mais les livres québécois, ils ont beaucoup plus augmenté, je pense que... Non, mais les livres, il y en a maintenant qui sont rendus 40 aussi. Ah oui. Des belles éditions et tout ça. Là. Donc, ma question... des si belles éditions que non? Ça, des éditions normales, hardcover. Des trucs ordinaires. Je peux vous montrer celui-là, là. J'ai encore le prix ici, il est écrit 29,95. Je l'ai acheté en 2015 à sa sortie francophone. J'ai été vérifiée, il est rendu 42 $. Oh là là! Oh! C'est québécois, là, c'est de la traduction, mais les prix des livres qui viennent d'Europe ont aussi vraiment beaucoup. Oui, tellement. Wow! J'avais présenté un livre de Mirko Sabatino, il y a quelques podcasts, que j'avais mon livre de l'année, assurément. C'est un petit livre, là, j'ai dit 350 pages au max, puis 45$. Donc, ma question qui venait avec cette discussion du livre, c'est est-ce que ça a de l'impact sur vos habitudes de consommation? Est-ce que de plus en plus vous faites attention à ce que vous dépensez? Est-ce que vous y pensez à louer à la place d'acheter parce que le prix? Est-ce que ça, c'est vraiment rendu quelque chose qui a des impacts sur vos achats et votre vie en général? Quelqu'un veut se lancer? Ben, moi, c'est absolument. Puis j'ai vu tantôt, Mélanie, que tu avais une liseuse. Moi, je lis exclusivement sur une liseuse. Puis avec la BANQ, ben, c'est tellement facile. C'est 24/7, c'est instantané. Autant pour les livres que pour les livres audio. C'est génial. Oui. Fait que tu vas être plus tenté à aller sur la BNQ qu'à acheter. Ah, mon Dieu, absolument. Tu sais, j'ai fait l'année passée, j'ai lu 90 livres. J'ai fait un calcul rapide. Je me suis dit, à 20 livres chaque, puis franchement, je suis modeste, là, ça me coûte au-delà de 2000. Oui. Si tu les achètes tous. Oui, mais pour moi, c'est complètement stratosphérique là, comme montant. Quand j'étais à Drummondville, la bibliothèque mettait sur le reçu de location le prix que ça aurait coûté dans l'année. Puis je pense que pendant la COVID, à un moment donné, c'est ça, j'étais rendue comme à 2-3 000. J'étais comme, j'ai pas les moyens de suivre mon rythme de lecture. Mais ce qui est plaisant avec la liseuse, tu sais, j'ai une Kobo, puis c'est bien plate, mais les livres en anglais sur Kobo, des fois, ils tombent à 1,99 $, puis ça me coûte 15 $, puis j'ai peut-être eu 8 livres. Fait que je vais avoir tendance à plus vouloir aller magasiner sur le site de Kobo, puis regarder le site de Kobo ou aller sur Overdrive parce qu'il est directement sur la liseuse. Prêt numérique aussi, j'y vais, mais d'ouvrir mon ordi et tout ça, souvent, ça va un peu plus me bloquer. Fait que c'est comme l'option facile d'aller lire en anglais. Fait qu'en fait, c'est que je pense que moi, l'augmentation des prix me bloque un peu de lire francophone. Comme avec les musiques, on peut s'abonner aussi. Je pense qu'Kobo l'offre. Hein, on paye tant par mois puis on a accès à des livres. C'est comme si on avait une
c'est sûr que des fois, c'est des auto-éditions, puis moins des livres connus, mais il y a beaucoup de personnes dans le book club où je suis qui ont Kindle Unlimited, puis qui lisent bien du smut là-dessus parce qu'ils ne veulent pas payer pour ça, ou c'est pas des livres qu'ils ont nécessairement le goût d'acheter, ou des choses comme ça. Fait que pour les abonnements, ça vaut quand même la peine, mais il y a, je ne sais même pas s'il y a du francophone dans les abonnements non plus. Ah, c'est sûr. Ouais, Amazon Kindle, il y en a, mais comme tu dis, c'est beaucoup de l'auto-édition. Quoique j'ai lu d'excellents livres en auto-édition sur Amazon Kindle, mais il n'y aura pas d'éditeurs en français, ou presque. Fait que c'est pas pour lire la même chose, là. Si on veut les éditeurs, on est mieux d'aller en bibliothèque. Toi, dans tes habitudes, Anaïs? Ben, moi, c'est que j'ai vraiment beaucoup de livres non lus chez moi, donc accumulés au cours des 10 dernières années. Donc, en ce moment, j'achète peu de livres neufs. Je dirais que oui, le prix des livres me freine à acheter neuf des nouveaux livres, mais je ne vais pas en bibliothèque non plus parce que j'ai vraiment beaucoup de choses chez moi. Fait que je me satisfais pour le moment de ce que j'ai, mais j'ai quand même envie d'acheter des nouveaux livres aussi. Je vais beaucoup dans les boutiques d'occasion. Fait que moi, je me tourne plus vers l'occasion là, parce que moi, je lis qu'en français. Là, fait que ce que tu expliquais avec les livres en anglais, moi, je n'ai pas cette option-là. Ouais. Mais je me tourne beaucoup vers l'occasion. Puis ça fait que je réfléchis beaucoup plus mes achats neufs. Je vais en faire quelques-uns. Des fois, ça va être des cadeaux que je vais demander, mais je vais vraiment, ceux que je vais demander neufs, c'est ceux que je sais que j'aurai très peu de chances de trouver en occasion ou des nouveautés que je sais qu'ils ne seront pas là avant longtemps. Fait que ça fait que je réfléchis plus, puis j'en achète peut-être un petit peu moins qu'avant, le neuf. Daphné, toi? Ben oui, effectivement, c'est sûr que ça a un effet. Ben, ceux qui me connaissent, ils savent que de toute façon, moi, ça fait très longtemps que j'achète pas tant de livres que ça. J'achète des livres, genre 3 occasions dans l'année, le 12 août, puis des salons du livre. Genre quand je suis allée au salon du livre de Montréal, ou quand je suis allée en Outaouais. Sinon, c'est presque tous des emprunts à la bibliothèque, autant en audio que papier. Ma mère achète quand même des livres à mes refils après. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, moi, il y a plus qu'une raison. Là, oui, il y a le côté monétaire, mais il y a le côté de l'espace. Moi, j'ai une toute petite maison. J'ai pas beaucoup d'espace là, pour accumuler des livres. Donc, je suis limitée. Fait que, tu sais, mes choix, si j'ai un livre sur ma bibliothèque, c'est parce que c'est comme un coup de cœur, là, quasiment. Puis, la question de l'argent, moi, ça m'a, tu sais, encore plus maintenant. Tu sais, là, je suis encore plus... je choisis ce que j'achète. J'ai toujours... je rentre jamais en librairie en me disant « Ah, je sais pas, je vais me laisser inspirer. » Je sais toujours qu'est-ce que je veux. Puis si le livre n'est pas là, je repars. Puis j'achète pas autre chose. C'est arrivé une fois cette année que je me suis laissée influencer parce que Karine de mon collecteur, elle m'a dit « Ça, faut-tu lire ça? » Puis j'étais comme « OK! » Puis je suis partie avec. Et d'habitude, j'ai toujours... je sais qu'est-ce que je veux. Mes choix sont faits, puis moi, ça m'a toujours... puis tu sais, je sais, c'est vrai que moi, on a déjà eu des discussions là-dessus, puis on n'a pas nécessairement toujours le même avis sur tout, hein, c'est bien correct. Mais tu sais, moi, ça me... C'est comme un risque. Tu sais, si je paye 40 ou 45 $ pour un livre, puis que je l'aime pas, je vais être vraiment fâchée. C'est comme, tu sais, je trouve qu'il faut que l'investissement vaille le coup. Tu sais, si je le prends à la bibliothèque, ben l'auteur va quand même avoir des droits d'auteur. Moi, si je ne l'aime pas, au pire, je le ferme puis je le redonne. Si c'est un prêt que quelqu'un me fait aussi, c'est la même chose. Fait que, tu sais, oui, moi, c'est sûr que ça a une influence, effectivement, de plus en plus, mais ça l'avait déjà. Tu sais, moi, j'étais déjà là-dedans, même avant, là, déjà en 2017, je pensais comme ça, mais encore plus maintenant, parce que quand je regarde les livres, je suis comme, tu sais, c'est des livres, des fois, que je vais acheter en cadeau, tu sais, que je vais aussi acheter, mais sinon, pour moi-même, elles sont rares. Cette année, je pense que c'est un record, là. Je pense que j'ai acheté 7 livres cette année. C'est un record. Quand même. Christine est assez d'accord avec toi. Et Sylvain? Non. Non, j'ai pas vraiment changé. Ben, en fait, les habitudes que j'ai changées, c'est que j'écoute plus de livres audio
Je prends des livres gratuits que je trouve dans les croque-livres dans mon quartier. J'en ai plusieurs, j'ai la chance d'en avoir plusieurs, puis j'ai la chance de trouver des bons livres. Là. Tu sais, c'est pas genre des dictionnaires anglais-français de 79. Là. C'est des gens qui aiment lire, qui mettent des bons livres dans les croque-livres qui sont autour de chez moi. J'en suis très content. Donc, tu sais, il y a ça. Puis, j'emprunte aussi à la BNQ. Mais ça, je pense pas que c'est en lien avec le prix du livre. C'est juste mon parcours de lecteur qui m'a amené à ces choses-là. Moi, j'ai pas mal tout le temps le même budget. J'ai tout le temps pas mal. Mettons, je le dis, là, mettons, je dépense 100 $ de livres par mois. Je l'ai dans mon budget. Ben moi, ça me convient. J'ai les moyens de payer ça. Puis, tu sais, j'ai la chance d'être. J'ai la chance de pouvoir me mettre. Tu sais, il y a plein de dépenses que je ne fais pas. J'haïs ça, acheter des vêtements, j'en achète jamais. Tu sais, j'ai pas de voiture. Il y a plein de trucs qui me permettent ça. Mais c'est ça. Fait que moi, je le prends. Puis, l'autre chose que je voulais dire, c'est que oui, tu sais, moi, pour te répondre, Daphné, ça me fâche quand je lis un mauvais livre parce que je sais pas, c'est la frustration de me dire ça a été publié, cette affaire-là, mais ça me fâche pas nécessairement d'avoir dépensé de l'argent pour parce que, tu sais, moi, j'en ai beaucoup des amis qui me disent ça, là, qui sont fâchés là, quand ils achètent des livres puis ils aiment pas. Puis je suis comme, OK, mais tu sais, des fois, tu payes 40$ pour aller voir un film au cinéma, ça dure 1h30 puis tu ne l'aimes pas, mais ça te fâche moins. Non, ça me fâche autant. Ah oui, toi, ça te fâche autant? Moi, je ne vais pas plus souvent au cinéma, là. Non? 3 fois par année, non. Ah, OK. Mais non, mais c'est ça, mais tu sais, j'ai des amis qui y vont, puis tu sais, c'est comme si l'expérience était moins déplaisante ou c'était plus correct. Je sais pas, c'est peut-être l'idée parce qu'on a un livre physique à la maison qu'on pourrait garder. Je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, bref, moi, tu sais, je considère que le livre fait quand même partie de ma culture. Qu'il ait été bon ou non, tu sais, je suis plus cultivé parce que je l'ai lu, même si c'est de la boîte que jamais personne va lire. Là, tu sais, ça fait partie de mon parcours de lecteur. Là, je ne sais pas comment le dire. J'essaie d'être positif par rapport à ça. Mais de ne pas regarder mes dépenses. Quoi? Ce qui est plate, Sylvain, c'est qu'avec l'augmentation des prix, ton 100$, il ne vaut plus 100$. Tu sais. Oui, je sais, mais... Ça, à la fois que tu t'augmentes ton... Non, mais avoue que c'est quand même plate, l'augmentation des prix. Surtout quand on considère le montant qui arrive dans les poches de l'auteur. Oui, des petites scènes. Oui, sauf qu'il en arrive plus parce que le livre coûte plus cher. Oui, absolument, mais juste pour dire que ton 100$, à un moment donné, tu vas devoir l'augmenter. Mais en ce moment, parce que j'ai accès à d'autres choses, tu sais, je m'en rends vraiment pas compte. Je me sacrifie pas, là. Mais en même temps, je me fais l'avocat du diable, là, je suis désolé, mais moi, je comprends que le prix du livre augmente. Si ton épicerie te coûte plus cher, c'est normal que ton divertissement que tu pourrais emprunter à la bibliothèque te coûte plus cher aussi. Puis, c'est ça. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont vraiment exagérés. Là. Il y a des livres français, là, des petites plaquettes qui coûtent 45$. Je trouve ça un peu exagéré. Mais par exemple, le nouveau Patrick Sénécal, là, apparemment, les gens le critiquaient parce que c'était vraiment très cher. Il était 35$, mais c'est une grosse brique comparativement à d'autres livres de ce calibre-là. C'est pas si cher que ça, je trouve. Fait je sais pas, moi, je relativise beaucoup, puis c'est peut-être aussi parce que je travaille dans le milieu du livre. Non, mais en même temps, comme tu disais, ta réalité est différente. On a tous chacun notre vie là, avec nos responsabilités financières. Moi, c'est ça, c'est pas la même chose. Comme tu dis, tu n'as pas de voiture. C'est un choix que je fais de libérer ça. C'est ça. Fait que c'est bien correct. Là, puis on fait bien ce qu'on veut avec notre argent. Chèrement gagné. C'est la priorisation. Mais que nous sommes chanceux quand même d'avoir accès à la BANQ. Oui.
Peu importe le budget des gens, qu'on soit cassé comme un clou ou multimillionnaire, on a accès à la culture. C'est pas la même chose avec le cinéma ou le théâtre. C'est quand même une grande chance qu'on a. Là. Ouais. Puis moi, j'emprunte là-dessus, c'est extraordinaire. Le livre audio, livre papier, livre en numérique. Toutes les fois, je pèse sur emprunter, il y a un petit bonheur qui jaillit en moi. Mon Dieu. Les impôts, J'aimerais ça aussi savoir ma facture au final à Célébra combien, parce que j'aimerais ça savoir, c'était super intéressant qu'ils mettaient sur le petit papier de bibliothèque. Moi, je voulais juste rajouter aussi que les livres que je choisis d'acheter, souvent, ça va être des livres d'auteurs québécois. Je l'adore, Emily Henry. Je les ai tous lus, je les ai tous empruntés, je les ai tous écoutés en audio. J'adore Brandon Sanderson. Il n'y en a pas un dans ma bibliothèque parce que je les écoute tous en audio. Je les emprunte parce que, tu sais, vu que j'en fais pas beaucoup d'achats de livres dans l'année, ceux que je décide d'acheter, ben, je vais au moins toujours bien laisser l'argent dans notre écosystème le plus possible. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Puis même, tu vois, récemment, encore plus, tu sais, autant à nos doigts. fait que c'est ça. Voilà. C'est une bonne réflexion, quand même, d'essayer de. Ben, tu sais, si t'es pas pour acheter beaucoup, d'essayer d'acheter local dans tes lectures, puis de redonner proche de chez vous. Oui. Je veux juste dire quelque chose en terminant, c'est que c'est très aléatoire, hein, tout ça, parce que pour travailler en librairie, encore une fois, à Noël, le dernier Astérix, c'était 14,95, puis ça fait genre 10 ans qu'il est 14,95. On l'aurait vendu 16,95, mais il n'a pas augmenté. Fait ça ne bouge pas tout partout égal, c'est ça que je veux dire. Géométrie variable, tout ça. Voilà. Excellent. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur ce sujet ou sur ce qui s'est passé aujourd'hui, la conversation? Non? Mais vous pouvez nous écrire aussi en commentaire. Le podcast va terminer très bientôt, mais si ça vous refroidit, l'augmentation du livre, vous pouvez nous écrire qu'est-ce que vous êtes en train de lire. Puis un gros merci d'avoir été avec nous. La prochaine rencontre sera le jeudi 12 septembre. Donc, mettez ça à votre agenda. Pour commencer l'année, on va faire un petit podcast en plein milieu du mois de septembre. Sur ce, merci beaucoup à tous mes panélistes d'avoir été avec moi ce soir. Merci à ceux qui étaient avec nous en live et à ceux qui nous écouteront plus tard. Et sur ce, on vous souhaite de très bonnes lectures.